Hello à tous, j'espère que vous allez super bien. On est vendredi et comme chaque vendredi, on est en direct, en live. Là, je me relève un peu. Et on va parler d'une thématique en particulier, soit qui va concerner la pratique clinique, vraiment dans les moindres détails, le différentiel, le diagnostic, ou alors on peut parler aussi du libéral, de l'activité libérale, des parties plutôt administratives, fonctionnement, business. Euh, c'est un petit peu les deux thématiques qu'on traite le vendredi. Alors je suis un tout petit peu en avance parce que je me suis dit que j'ai remarqué que si je décalais, que si je me connectais vers -2, -3, ça vous permettait d'arriver tranquillement et comme ça à midi pile, bim, on commence directement dans le thème. Alors du coup, en attendant les 2 petites minutes avant midi pile, j'espère que vous allez très très bien. Est-ce que vous bossez aujourd'hui? Est-ce que vous avez bossé cette semaine? Est-ce que la rentrée se passe bien? Ou alors est-ce que c'est quand même hyper compliqué, que vous êtes paniqué, stressé? Mais j'espère quand même que tout va bien. Mais bon, après ça arrive, il y a des moments un petit peu de moins bien. Est-ce que vous prévoyez de prendre des vacances? C'est quelque chose de toujours assez agréable à programmer. Aujourd'hui, j'ai deux propositions à vous faire sur ce dont on va parler. Mais si par exemple vous aviez des questions à poser, bah, allez-y. Vous savez aussi qu'une fois par mois, je vais faire un live où je serai là pendant 20 minutes, voire 1 heure, comme la dernière fois, à répondre à toutes les questions que vous voudrez me poser, sans tabou, sans filtre. Donc ça, cette session, elle est prévue en octobre. Alors, j'ai pas la date, je l'ai été marqué, hein, mais j'ai pas la date précise de quel vendredi d'octobre je vais faire ce live là. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, ce live questions-réponses. Je ne sais pas quand il est, je vous le redirai, mais donc il aura bien lieu en octobre. Et après, si vraiment ça vous plaît, on peut faire 2 lives, enfin 4 lives par mois, s'il y a 4 semaines dans le mois, 2 sur une thématique, par exemple un sur la clinique, puis un autre sur plus les aspects business du libéral, et 2 autres sur les questions-réponses. Comme ça fait un petit peu une continuité avec par exemple 2 thématiques un petit peu théoriques, mais toujours comme vous le savez avec des applications pratiques, hein, je vous donne toujours des illustrations, et puis suivi de 2 sessions où je réponds à toutes les questions que vous auriez pu avoir en lien avec les vendredis précédents, comment ça a un peu mûri dans votre tête, et je serai là pour répondre à les questions. L'idée vient de m'arriver comme ça, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, ce qui me permettra de vous adapter à ce qui pourrait le plus vous convenir. Alors bonjour Véronique, bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà une bonne grosse dizaine et puis il est midi pile, alors on va commencer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation clinique. Donc régulièrement, je reçois des mails où on me demande mon avis, où on me demande qu'est-ce que tu ferais à ma place, ou qu'est-ce que tu pourrais m'orienter comme bouquin, ou qu'est-ce que tu me conseilles. Et là, j'ai choisi évidemment de manière tout à fait anonyme une situation qui m'est arrivée par mail. Je vais vous la lire et ensuite je vais vous expliquer et vous décrire en détail le raisonnement que j'ai eu et ce que j'ai répondu à la personne. Donc la personne est une psychologue, je pense que c'est important de le préciser, et elle m'indique qu'elle se permet de me contacter pour avoir des pistes de réflexion et de travail. Donc c'est au sujet d'un jeune de 7 ans qui a un diagnostic de TDAH depuis 6 mois et depuis le confinement, il y a eu une apparition de tics. Donc au départ, le gamin, il clignait des yeux, puis il a eu des mouvements de bouche. Donc ça, c'était au début. Et depuis récemment, maintenant, il fait, vous savez, ou pas, le tic du cou du lapin. Je vais expliquer tout ça après, hein, je vais l'écrire. Pour l'instant, je lis le mail. Donc il est sous traitement depuis 2 mois. Les tics ne semblaient pas inquiéter le pédopsychiatre, mais l'impact des tics pour l'enfant, mais aussi pour sa famille, n'est pas négligeable. Ainsi, la personne qui me contacte voudrait savoir si j'avais des bouquins à lui conseiller pour aider l'enfant et la famille. Et puis, j'essaye de pas tout lire pour pas rompre le secret. Par ailleurs, est-ce qu'il y aurait des non-professionnels qui exercent donc en France, je vais dire en France, pour une prise en charge? Voilà. Donc voilà le message que j'ai reçu. Mais voyons déjà, vous, par rapport à ce message que je viens de vous lire, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous auriez fait si cette situation c'était la vôtre, que vous avez reçu cette famille avec ce petit garçon de 7 ans qui a un diagnostic récent de TDAH, qui a développé des tics
au cours du mois, pendant le confinement, donc les tics de clignement des yeux et le cou du lapin, ainsi que des mouvements de bouche, qui est sous Ritaline depuis 2 mois, voilà, la famille rapporte un handicap fonctionnel. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez le psychologue qui devait répondre à la demande? Donc imaginez-vous que vous recevez cette famille dans votre cabinet, il vous explique ça. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Je vous laisse mettre dans les commentaires, comme ça on réfléchit vraiment ensemble et je trouve que c'est quand même beaucoup plus interactif et sympathique. Hello Véronique, alors tu me dis quoi? Avec l'IFCE, j'assiste à des webinaires et aujourd'hui toute la journée à un meeting sur la médiation équine. On a parlé de l'autisme. Yes. Salut Cédric. Alors bonjour à tous ceux qui arrivent. Ok, Véronique, tu me demandes qu'est-ce que le cou du lapin. Je vais en parler juste après. Là, j'aimerais vraiment, pour les psychologues qui écoutent, ou même ceux qui ne sont pas psychologues, mais qui sont professionnels dans le milieu de la santé, qu'est-ce que vous feriez avec une telle demande? C'est aussi intéressant d'échanger sur nos pratiques et sur comment on fait si je suis orthophoniste, si je suis ergothérapeute, si je reçois cette personne, qu'est-ce que je fais? Ok. Et puis s'il y a des personnes qui ne sont pas du tout professionnelles, vous pouvez évidemment donner aussi votre avis. En tant que famille, si vous vivez quelque chose de relativement similaire, quel serait votre réflexe premier face à cette situation? Marina, tu dis je vérifie un autre TND. Ok. D'accord. C'est-à-dire, parce que là on a déjà un diagnostic de TDAH, il y a des tics. Donc qu'est-ce que tu vas chercher? C'est quoi tes hypothèses? Est-ce que tu peux être plus précise s'il te plaît? Et vous autres, qu'est-ce que vous feriez, vous, dans votre consultation, face à cette question-là, à cette situation qu'on vous a présentée? Peut-être qu'il y en a qui paniquent, vous pouvez le dire aussi. C'est important de savoir comment vous vous situez, si c'est quelque chose qui vous fait peur, si c'est quelque chose qui est inconnu, comment vous réagissez, qu'est-ce que vous faites? Alors, j'attends vos commentaires dans le chat. Et là, je peux vous lire en direct aujourd'hui. Donc, ça sera beaucoup plus simple. En attendant que vous écriviez, c'était quand? C'était mercredi. Mercredi, il y a eu un live avec Ogreffe, donc vous pouvez le revoir sur la page Facebook. Ça permet, on a fait ce live parce que on trouvait ça important d'aller s'immerger dans les éditeurs de tests, donc en l'occurrence Ogreffe, pour voir d'un petit peu plus près comment ça se passe dans les éditions pour mieux comprendre le fonctionnement. Alors, Fériel, tu dis tu cherches les facteurs déclenchants des tics. Ok? D'accord. Donc là, on avait 3 tics, on avait les mouvements de bouche, les clignements de yeux et le cou du lapin. Et toi, donc tu chercherais ce qui pourrait déclencher les tics. Ok. Allez. N'ayez crainte, il n'y a pas de mauvaise réponse. On est là pour échanger. Mettez-vous vraiment en situation. Si demain ça vous arrive en vrai, je pense que c'est hyper intéressant d'avoir, par tout hasard, exploré cette situation ensemble. Alors, allez, ça arrive. Marina, tu explores avec une hypothèse de TDAH. Il y a déjà un diagnostic de TDAH, Marina. Donc, est-ce que tu remets en question le diagnostic ou est-ce que juste tu n'avais pas entendu que je l'ai dit qu'il y avait déjà un diag de TDAH? Ensuite, tu vas chercher des comorbidités et tu penses à une hypothèse de TSA. Donc toi, tu reprends toute l'anamnèse, tu reposes des hypothèses qui vont aller confirmer ou infirmer celles qui sont déjà posées, donc notamment le diag de TDAH et les tics. Et tu vas vérifier, ok, je comprends mieux, s'il n'y a pas un autre TND. Alors, Cédric, qu'est-ce que tu fais? Première question. Faire le point sur ce qu'ils ont compris du diag et de la situation. Chacun se crée une illusion de la réalité pour qu'on la comprenne. Ensuite, évaluer le côté souffrance au quotidien. Ok. Pour orienter la prise en charge éventuelle, voire bilan si suspicion de comorbidité. Ok. Sophie, tu questionnes l'environnement scolaire actuel, tu te questionnes sur du harcèlement, relation avec l'enseignant et exigences, l'environnement familial en lien avec les événements. Est-ce qu'il y a des événements probablement traumatisants? Je pense que c'est ça que tu penses qui sont récents. Marina, tu fais une grille ABC pour voir quand ça apparaît. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi on parle, ABC. La grille ABC, Marina, si tu veux un tout petit peu décrire dans les commentaires. Et tu me dis que non, t'es ok avec le diag de TDAH, d'accord. Par contre, tu refais un petit peu tout le processus pour avoir ta propre idée. Ok, ça marche. N'hésitez pas à continuer en replay ou en live à mettre des commentaires. Je pense que c'est très très important et intéressant de réfléchir à cette situation ensemble. Véronique, tu discutes avec les parents et les personnes pour savoir comment a été vécu le confinement. Ok. Ok, d'accord. Alors, si j'avais cette situation dans mon bureau, bon, ce qui
Ce serait étonnant puisque vous savez que je reçois que des adultes. Marina, tu dis que les tics sont peut-être des recherches sensorielles ou des signes d'anxiété. Oui, oui, j'avais bien suivi ton raisonnement sous-jacent. Ouais, ouais, carrément. Donc moi, alors, je vais me remettre sous les yeux le mail. Salut Mélanie. Alors, donc effectivement, il y a ce diagnostic de TDAH. Donc quand il y a un TDAH, un petit peu par définition, derrière, on a ce syndrome neuropsychologique de dysfonctionnement exécutif qui est aussi présent dans les tics, le syndrome de Gilles de la Tourette. Les tics, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est une comorbidité fréquente du TDAH. D'ailleurs, si vous avez un diagnostic de TDAH, il faut aller rechercher s'il n'y a pas des tics ou un SGT au fil du temps, au fil des différentes évaluations ou des différentes entrevues de suivi du jeune et de sa famille, s'il n'y a pas des signes de tics. Et il y a vraiment des périodes où il y a plus de risques que les tics se déclenchent. Dans la toute petite enfance et plus vers l'adolescence. Donc ça c'est un petit peu les aspects théoriques en lien avec le TDAH et les tics. Comorbidité fréquente avec des pics d'apparition vers 5-7 ans et vers, pas que je vous dise de conneries, 12-14, mais il faudra que je vous redonne les âges exacts, je ne les ai pas pile en tête. Donc des comorbidités fréquentes, donc c'est pas déconnant de voir, en tout cas ça ne devrait plus vous surprendre de voir un TDAH qui présente des tics. Donc la première chose que je ferai, c'est de demander à la famille et aux gamins de décrire plus précisément de manière fonctionnelle en quoi ça gêne et qu'est-ce qui gêne. Est-ce que c'est le TDAH qui gêne? Est-ce que c'est les tics? D'accord? Donc voilà, cette description fonctionnelle, claire et précise sur des faits de qu'est-ce qui est problématique. D'accord? Donc en fait là en faisant ça, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de chercher comme information? J'essaye de préciser la demande. D'accord? Quelle est la réelle demande? Est-ce que c'est de refaire un diagnostic de TDAH? Est-ce que c'est de chercher un diagnostic de SGT? Est-ce que c'est de trouver des moyens pour améliorer le quotidien? Vous voyez, ça peut être ça et tout un tas d'autres choses. Donc on cherche à préciser la demande. Donc si on reprend, vous avez mon template. Je ne sais pas si vous voyez super bien. Ce template, la première étape, c'est là, pour ceux qui l'avaient téléchargé. Quels sont les comportements jugés problématiques, anormaux ou bizarres par le patient, le petit patient en l'occurrence, et son entourage. D'accord? Donc c'est là qu'on va inscrire effectivement qu'est-ce qui va être fonctionnellement problématique. Ok? Là pour l'instant, on est vraiment dans le cadre de l'entretien initial. Ok? Du coup, ça signifie qu'on n'est pas dans le bilan. Donc on ne va pas commencer à se taper l'anamnèse, la grosse anamnèse, vous voyez de quoi je parle. On va vraiment chercher des informations qui d'abord vont nous permettre de répondre à la question, est-ce que j'ai les compétences pour faire le bilan? Est-ce que je suis la bonne personne? D'accord? Parce que face à une demande comme ça, face à un questionnement comme ça de la part de la famille, derrière les demandes effectives peuvent être diverses et variées et pas forcément correspondre à nos compétences. Parce que si derrière la famille elle demande, on vient à comprendre que la famille demande, je sais pas, un traitement méthylphénidate, c'est pas nous qu'il faut aller voir quoi. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée face à une demande comme ça d'aller préciser la demande, bien comprendre la vraie demande. Vous savez, il y a la demande au moment du rendez-vous et dans l'entretien initial, l'objectif ça va être de creuser pour comprendre la vraie demande. Donc on remplit tranquillement cette partie. Donc je vous rappelle que pour remplir cette partie, les comportements jugés problématiques, bizarres ou anormaux, on pose une question ouverte, une question large. Qu'est-ce qui vous amène? D'accord? Qu'est-ce qui vous gêne au quotidien? Et pour le gamin, si on arrive à créer un lien assez rapidement, on peut lui demander, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Qu'est-ce qui te gêne le plus? D'accord? Ou qu'est-ce que tu penses? Alors après, voilà, on essaye. Ça, cliniquement, c'est intéressant aussi. Parce que vous allez me dire, s'il est autiste, ça risque d'être compliqué. Mais qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui gêne le plus papa et maman au quotidien? D'accord? Ou qu'est-ce qui est difficile pour toi? Ok? Donc une fois qu'on a cette partie-là, on va aller explorer un petit peu, toujours dans le même template, les difficultés par le passé. Donc sur un petit gamin de 6 ans, de 7 ans, on va aller chercher un petit peu les aspects au cours de la grossesse, pendant la grossesse, l'accouchement, de 0 à 2 ans, les premiers mois de la vie, comment ça s'est passé, s'il y a eu par exemple de la préma, etc. Vous pouvez aussi recueillir ces éléments-là dans le bilan du collègue psy ou neuropsy qui a fait le bilan TDAH. D'accord? Si le bilan a été réalisé de manière efficace, vous aurez déjà ces infos. Ça n'empêche pas éventuellement de reposer les mêmes questions pour créer du lien, pour voir comment les parents répondent, pour se faire vraiment une idée, pour améliorer l'alliance avec la famille.
vous pourrez aussi aller comparer par ailleurs par rapport à ce qui est marqué dans le bilan du TDAH et ce qu'on vous dit ici. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller demander les attentes que la famille a et qu'est-ce que cette consultation-là devrait permettre. Okay. Donc là, vous aurez a priori, avec cet entretien initial, des éléments pertinents pour savoir quelle est la vraie question fonctionnelle et concrète à laquelle vous allez devoir répondre. Et ensuite, vous pourrez vous positionner en fonction de votre motivation, en fonction de vos compétences, si vous pouvez répondre à la demande. Donc pour moi, c'est ça que j'aurais fait si j'avais eu cette famille en face de moi. Parce que me lancer dans un bilan tout de suite, je ne sais pas quelle est la demande. Et en fait, on en revient toujours là. Quelle est la demande? Par contre, ce que j'aurais précisé au cours de cet entretien initial, c'est au sujet du coup du lapin. Donc, je vais déjà décrire le coup du lapin, s'il y en a qui ne savent pas exactement ce que c'est. En fait, très brièvement, dans le syndrome de Gilles de la Tourette ou dans les tics, d'accord, vous avez des tics qui peuvent être gestuels, des tics qui peuvent être sonores. On prend basique, hein, on ne va pas aller dans les détails, pas sur ce live-là. Donc les tics gestuels, ça va être des mouvements donc, qui vont impliquer les muscles ou des groupes musculaires, d'accord. Un tic peut être complexe ou simple. S'il est simple, c'est qu'un muscle qui est impliqué. S'il est complexe, c'est un groupe musculaire qui peut être impliqué. Donc un tic complexe, ça peut être par exemple ça. D'accord. Il y a deux groupes musculaires et on a deux tics qui sont toujours comme une suite, d'accord, qui est en place. Mais ça peut être aussi un tic sonore. Donc un tic sonore, ça peut être un mot, un non-mot, mais ça peut être aussi un son, par exemple, un raclement de gorge. Ça, c'est un tic sonore. Le tic sonore peut être complexe ou simple. Et puis, il peut y avoir un mixte, d'accord. Et dans ce cas-là, on parle de SGT. Par exemple, ça peut être... D'accord. Donc là, on a une suite de tics gestuels, sonores. D'accord. Bon, là, ça peut être aussi très, très varié. D'accord. Ça peut être des mots. Ça peut être des très, très courtes phrases. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très, très important de savoir que, par exemple, dans le TDAH, il y a cette impulsivité. Il y a des gamins même qui peuvent avoir un top. Et parfois, un gamin qui va dire « tais-toi » à sa maman quand elle s'adresse à lui. Il faut vraiment avoir une clinique fine et une très bonne connaissance théorique du TDAH et des tics, parce que ce tais-toi, ça peut être un tic. Ça peut être interprété comme un enfant mal élevé, ou un enfant qui a un top, ou un enfant qui est impulsif, qui a un TDAH, ou d'autres choses, mais ça peut être un tic. Et si c'est un tic, c'est ultra important de l'évaluer, de le mettre en évidence et de le diagnostiquer comme tel, parce que vous vous doutez qu'un gamin qui dit « tais-toi » comme ça, si c'est un tic, on ne va pas le prendre en charge de la même façon qu'un gamin qui pourrait, alors sans jugement, hein, c'est un exemple, qui pourrait être mal élevé, ou un gamin qui est impulsif. D'accord? Ce n'est pas du tout la même prise en charge. La personne qui a un tic, c'est quelque chose d'involontaire. D'accord? Il n'y a pas de mécanisme de pensée. Ok? C'est différent, par exemple, du TOC, où il va y avoir une obsession, une compulsion. Et il y a un cheminement de pensée, un mécanisme. D'accord? Je suis anxieux, donc je fais une compulsion, etc. Là, dans le tic, pas du tout. Ok? C'est irrépressible. Par contre, il est vrai, je l'ai vu dans les commentaires tout à l'heure, les tics vont être majorés en cas de situation de stress, par exemple. D'accord? Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des situations de la vie de tous les jours qui vont faire flamber les tics. J'en reviens où je voulais venir il y a 5 minutes, le coup du lapin. Le coup du lapin, c'est un tic gestuel. D'accord? Donc, je vais me mettre de profil pour bien comprendre. Dans le coup du lapin, la personne va jeter, alors je vais le faire très doucement parce que c'est extrêmement dangereux, va jeter sa tête en arrière de cette manière-là. Donc, du coup, vous voyez, hop, de cette manière. C'est comme le coup du lapin hein, en voiture quand on a un accident. Donc, le coup part vers l'arrière et il va faire ce geste de manière très violente, très dynamique. Et donc, pourquoi je dis que c'est extrêmement dangereux? Parce que ça peut complètement sectionner la trachée. D'accord? Donc, en lisant le mail de la collègue, en lisant que le coup du lapin est présent et que
ça ne semble pas inquiéter le pédopsychiatre, sans avoir aucune autre information de la situation et avec la réactivité qu'on peut me connaître, moi ça me choque. D'accord? Parce que quand on entend tic, coup du lapin ou tic et qu'on décrit quelque chose comme le coup du lapin, c'est une situation extrêmement dangereuse. On peut se sectionner la trachée et en fait il y a un risque de mort, très concrètement. D'accord? Donc c'est très très important à prendre en charge rapidement. Il y avait une autre question de la collègue psychologue dans le mail, c'est quel bouquin je pourrais recommander. Donc si vous voulez voir tous les bouquins sur l'éthique que je peux recommander, vous allez voir la vidéo sur YouTube qui s'appelle ma pile de livres. Mais là, je vais vous montrer les deux principaux. Un Lucier, d'accord. TikTok, crise explosive, syndrome de Gilles de la Tourette, collection Que faire de chez Tom Pouce. Ok, donc qui coûte 15 euros. Donc de Francine Lucier, Gisèle Chignara et Lynn Gascon, toutes les trois docteurs. Donc ce bouquin-là, il est adapté aux psychologues qui veulent en savoir plus, mais commencer par quelque chose de facilement lisible, parce qu'il est aussi accessible au grand public. D'accord? Donc le psychologue, c'est tout à fait intéressant qu'il lise ce livre pour commencer à se former, mais aussi pour savoir ce que les parents, les familles pourraient lire dans un tel bouquin. Hein, c'est important de savoir ce que les gens lisent. Et ensuite, quelque chose de beaucoup plus spécifique aux psychologues, traiter l'éthique et le syndrome de Gilles de la Tourette chez l'enfant. Donc, ouvrage qui présente un protocole issu des thérapies comportementales et cognitives à partir de 6 ans. Donc, dans ce bouquin, oui, c'est un bouquin qui va vous parler de comment est-ce qu'on fait de la thérapie d'éthique, mais vous avez au début une petite intro qui reprend brièvement, mais très très brièvement, ce que sont les tics. Donc c'est pas l'idéal si vous n'avez pas encore la théorie et la pratique au sujet des tics. Celui-là, il est très très bien. D'accord? Vous avez de la théorie. Ensuite, pour ce qui est de se former sur l'éthique, vous avez plusieurs choix. Il y a Martine Bouvard à l'Université de Savoie, le docteur Martine Bouvard à l'Université de Savoie, qui propose une fois par an une formation sur l'éthique et syndrome de Gilles de la Tourette. Donc c'est du présentiel. Il faut aller sur le site de l'Université de Savoie. Vous avez ensuite le CENOP, d'accord? Donc la consultation créée par Francine Lucier et reprise par le docteur Lynn Gascon. Enfin, oui, elle a pris la suite parce que le docteur Francine Lucier n'exerce plus, en tout cas dans cette consulte. Et vous avez des formations en e-learning, d'accord? Moi, j'ai fait les deux choses que je vous ai dit là. Okay. Ensuite, vous avez le Genepsilab, où finalement c'est une synthèse de toutes les revues de littérature et de toutes les formations que j'ai fait, donc celle de l'Université de Savoie et celle du CENOP, qui est décrite synthétiquement, mais aussi avec du détail dans le Genepsilab. Donc vous avez là actuellement, je pense, une bonne dizaine de vidéos à ce sujet et de documents support. Et puis, de mémoire là comme ça tout de suite, c'est tout ce que vous avez sur l'éthique en termes de qualité. Hein, voilà. Donc, juste associé à ce bouquin-là, vous avez le cahier d'exercice si vous faites de la thérapie d'éthique, d'accord? Mais quand vous cherchez ce bouquin-là sur Internet, forcément, vous avez l'autre. Comme ressources, vous avez aussi l'AFTCC, l'AFSGT, ok, qui est un site Internet, l'association française du syndrome de Gilles de la Tourette, pour pouvoir orienter les familles. Vous avez, je crois, un truc similaire pour le Canada. Et puis, vous avez le centre de référence en maladies rares, bien que soyons tous au clair, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est pas une maladie rare. Il faudra d'ailleurs que ça change dans les nouvelles publications de type DSM. Ce n'est pas une maladie rare. Donc, centre de référence maladie rare dédié au syndrome de Gilles de la Tourette, c'est le site de la Pitié-Salpêtrière. Les personnes qui font la formation à l'Université de Savoie, c'est les filles du centre de référence du centre expert syndrome de Gilles de la Tourette. Alors je suis désolée, mais je ne prononcerai pas leur nom qui est très compliqué pour moi à prononcer. Quoi qu'il en soit, le coordinateur de cette consultation experte SGT à Paris à la Pitié, c'est le docteur Hartmann. Donc vous pouvez aller sur le site. Ils tiennent aussi une liste des professionnels formés sur tout le territoire où vous pouvez leur demander à qui orienter en fonction du lieu de vie de la famille si vous ne faites pas vous-même cette thérapie-là. Petite parenthèse, si vous êtes formé au TCC avec un DU de 2-3 ans, vous pouvez tout à fait vous former avec les bons bouquins, par exemple ceux que je viens de vous montrer, et une ou deux formations courtes en e-learning. Ça vous suffira si vous avez cette grosse formation de base pour proposer une thérapie d'éthique. C'est vraiment issu de la TCC, il n'y a rien de foufou quand on est formé correctement au TCC.
Voilà, donc là aujourd'hui je vous ai expliqué comment je traiterais une situation qu'on m'a envoyée par mail. Si j'avais eu cette situation IRL en vrai dans mon cabinet, voici comment je l'aurais abordée. Et vous, est-ce que sur les dernières, j'allais dire les dernières minutes qui nous restent, mais j'ai largement dépassé le temps, si vous avez en replay ou en live là des commentaires par rapport à la façon dont j'ai proposé de mener une consultation face à cette demande précise, mettez-les en commentaire, je vous répondrai, on pourra continuer à en discuter à l'écrit. Voilà, la semaine prochaine, je pensais vous parler de questionnaire au sujet de l'autisme, questionnaire qui s'appelle le GQASC, parce qu'on en a parlé lors d'un live précédent, et ça me semblait très intéressant. C'est une ressource gratuite créée par Atou et des collaborateurs. C'est des questionnaires pour les TSA qui permettent d'identifier certains comportements, disons typiquement féminins en lien avec l'autisme. Voilà, je pensais vous parler de ça la semaine prochaine. Dites-moi aussi dans les commentaires si ça vous branche ou si vous en avez rien à taper, on parlera d'autre chose. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, un très bon week-end et à très bientôt lundi pour la fiche de lecture.